Merci, bonjour à toutes et tous et aux courageux qui sont encore là en fin de colloque. Je vous emmène en Méditerranée maintenant, je sais que, et on va y rester puisque la présentation suivante est aussi dans notre région. Donc moi je vais vous parler des larolimicoles coloniaux. On a eu pas mal de présentations sur les oiseaux marins là au cours de ce colloque. Donc je vais vous faire un peu un état des lieux de l'état de nos populations en Méditerranée en lien avec des mesures qui sont mises en œuvre, des mesures de conservation depuis une vingtaine d'années. Donc, ce qui a été un constat pour ces espèces, c'est que dans les années 80, entre les années 80 et les années 2000, on s'est retrouvé avec des chutes importantes d'effectifs nicheurs sur l'ensemble de la façade, et avec des causes qui avaient été évoquées. La première, c'est la disparition des sites de nidification. On a un trait côtier qui a été de plus en plus fixé avec énormément d'aménagements. On est dans une région où il y a eu beaucoup d'aménagements, mais comme toutes les façades maritimes. Beaucoup de sites abandonnés sur des zones de salins. Ça, à partir de la fin des années 60 et 70. Avec pas mal d'oiseaux en fait qui occupaient ces espaces-là, du dérangement qui a augmenté de manière croissante avec l'apparition de plus en plus d'activités, et ces 2 dernières décennies, beaucoup les activités de pleine nature, c'est des espaces qui sont très, très fréquentés, la présence de chiens et de toute autre activité. Et puis en parallèle de ça, on a eu une très très forte croissance des populations de goélands leucophées, qui est une espèce quand même qui est très grosse, très compétitive, qui est présente sur les sites de reproduction dès l'hiver, dès le mois de février, et qui squattait en fait tous les sites et empêchait les autres espèces de s'installer. Donc ces baisses d'effectifs ont pas été marquées de la même manière pour toutes les espèces. C'était essentiellement le cas pour la moitrieuse et la sterne pierre-garin, avec des chutes de plus de la moitié des effectifs qui étaient connus dans les années 60 ou avant. Une baisse qui était moins marquée pour la sterne naine, pour la sterne kojek et la vaucette élégante. Et puis d'autres espèces qui avaient plutôt une petite tendance à l'augmentation, la sterne ancel, qui est apparue assez tardivement là en Méditerranée, et puis surtout la mouette mélanocéphale et le goéland railleur qui eux ont été commencé à avoir une expansion de plus en plus marquée, donc des espèces originaires de la mer Noire et qui ont colonisé la Méditerranée. Tout ce constat a motivé la mise en œuvre d'une stratégie qui a été entièrement basée sur la restauration de sites de reproduction, avec l'idée de disposer de tout un réseau de sites fonctionnels et disponible pour ces espèces sur l'ensemble de la façade. Donc on a travaillé sur tout le littoral sableux méditerranéen, autant en Corse qu'en région PACA et dans le Languedoc-Roussillon. L'idée c'était de prendre en compte l'écologie des différentes espèces, de pouvoir créer des sites qui répondaient à leurs exigences, et surtout d'éviter la création de pièges écologiques pour pas attirer les oiseaux sur des sites où les échecs seraient possibles. Donc c'est une dynamique qui a commencé dès le milieu des années 2000 et qui a pu être accélérée dans le cadre d'un programme LIFE qui était le LIFE en vol, auquel certains ont pu participer. En termes d'aménagement, c'est quelque chose de conséquent depuis les années 2000, puisque c'est 176 îlots qui ont été créés ou restaurés sur l'ensemble de la façade. Au cours du LIFE, c'est une cinquantaine d'îlots qui ont été restaurés ou aménagés. Donc des grands îlots, voire des très grands îlots jusqu'à 1000 mètres carrés, de tout petits îlots, et puis on a aussi testé la mise en place de radeaux plus ou moins grands pour répondre à ces besoins sur des sites où on n'avait pas la possibilité soit de gérer des niveaux d'eau, soit des sites où on n'avait pas de gestionnaire présent. Donc au niveau des protocoles de suivi pour estimer cette taille de population, depuis 2011, on a mis en place un suivi protocolé sur l'ensemble de la façade qui consiste un passage hebdomadaire dans toutes les colonies présentes. Donc c'est quand même un effort qui est important, avec l'objectif de déterminer l'effectif nicheur au pic d'installation pour chaque espèce suivie. En suivant les oiseaux sur toute la façade toutes les semaines, on arrive à déterminer les déplacements entre colonies, et l'idée c'est d'avoir le moment où on a l'alignement de l'effectif max sur une même semaine, qui est notre effectif au pic,
qui pour ces espèces diffèrent souvent de l'effectif max qu'on va avoir si on prend les max de chaque colonie. Il y a souvent des décalages importants, en particulier pour les sternidés. Et à côté de ça, l'objectif était de déterminer aussi la productivité d'un maximum de colonies, donc en rapportant un effectif de poussins connu par rapport à un effectif nicheur qu'on connaissait aussi. Donc on s'intéresse aux poussins de 3 et 4 semaines qu'on prend en compte pour ce calcul. Donc au niveau du suivi, c'est du classique, un suivi à distance au moment de l'installation des oiseaux. On essaye de passer à pied dans les colonies là où c'est possible pour avoir un effectif le plus précis possible. Et puis à côté de ça, on peut avoir des passages aériens avec un autogire là qui est représenté ici. Et puis de plus en plus du drone qu'on utilise depuis quelques années. Et à droite, c'est un exemple de carte avec là il y a 5 espèces présentes sur un même îlot. Mais ça, on passe autant de temps finalement sur les photos que quand on suit plus classiquement les colonies. Au niveau des résultats, je vais vous montrer juste quelques résultats qui me semblent importants. C'est que sur l'ensemble des îlots qui ont été restaurés ou construits, quasiment tous ont été occupés au moins une fois par une de ces espèces qu'on visait. Donc ça, c'est plutôt positif. La plupart des espèces ont répondu à la création, à la restauration de ces îlots. Certaines plus que d'autres. Vous voyez le graphique à droite, c'est la relation entre la proportion des effectifs sur site aménagé et par rapport au taux de croissance des différentes espèces. On voit que la Stern Kojek, qui est en haut à droite, c'est une des espèces qui a le plus répondu à la création de sites aménagés. Avec le goéland railleur, ça a très très bien fonctionné. Et à l'autre côté de la courbe, c'est les mouettes rieuses, mouettes mélanocéphales, qui elles vont pas forcément nicher au sol et vont avoir besoin d'un support de végétation. Donc ça s'est fait plus progressivement, mais sur les îlots qu'on a créés, qui étaient souvent des îlots nus, c'est plutôt les autres espèces qui ont répondu. Et on a une probabilité de succès qui était meilleure sur les sites gérés. Donc les sites gérés, ça a été là tous ces sites construits. Donc c'est ce qui est en bleu foncé. Pour toutes les espèces, on a une production de jeunes qui était plus importante sur ces sites versus les sites qui étaient utilisés en parallèle. Vous pouvez retrouver là tous ces résultats dans une publication là de Timothée Schwartz dans Conservation Biology, si ça vous intéresse. Pour la suite des diapos, elles sont toutes construites de la même manière. Au moins, vous pouvez récupérer les informations qui vous intéressent plus particulièrement. Donc, en haut à gauche, on a l'évolution des effectifs nicheurs au pic d'installation. Dessous, c'est la courbe de croissance et la croissance annuelle pour chaque espèce. Et la courbe en orange, c'est l'évolution de la productivité qui est calculée pour ces espèces sur tous les sites. Et la carte dessous représente un peu la distribution des colonies en fonction de leur importance sur l'ensemble de la façade. Ce que vous voyez le plus à l'est, c'est les salins d'Hyères, pour représenter. Et puis en général, là au milieu, c'est la Camargue et l'Hérault, et en particulier un site qui est le Grand Bastille, qui est un site majeur pour ces espèces en Occitanie. Et à l'ouest, les sites, les étangs languedociens voilà, qui sont dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc pour le goéland railleur, ça fait partie des espèces qui a le plus bénéficié et le plus répondu aux aménagements et dont les populations le plus sont plus développées depuis 2011, avec des taux de croissance qui sont de près de 7% annuels. Et ce qu'on remarque, si on sur la productivité, la ligne bleue, c'est la moyenne depuis 2011 de la productivité. Donc là, on est autour de 0,7, et on va dire que c'est pas trop mal, mais on voit qu'il y a des variations interannuelles qui sont très importantes. Et on voit en particulier la chute de cette productivité en 2023, qui correspond chez nous à l'arrivée de la grippe aviaire. Contrairement aux autres façades, nous, elle est arrivée chez nous qu'en 2023, alors que le reste des façades, c'était en 2022. Et on voit qu'on a eu une chute drastique, on a eu pas mal de mortalité pour cette espèce. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un rebond là depuis cet échec massif en 2022, 2024, 2025. On voit que ça remonte de manière assez forte.
vous verrez, c'est encore plus marqué pour une autre espèce. La mouette mélanocéphale, je vais passer assez vite. Vous pourrez, vous pourrez voir les détails en ligne dans quelques temps. Donc pareil, des variations importantes. C'est une espèce qui se regroupe en très grosses colonies, plutôt centrées entre la Camargue et l'Hérault, petite Camargue et l'Hérault, avec des effectifs très très importants. Et de plus en plus important au cours des années, comme c'est observé en Italie et en Espagne. Pour la mouette rieuse, ça fait partie des espèces qui ont regagné des effectifs quand même. On est dans une meilleure situation qu'au début des suivis. Pareil aussi, des colonies qui sont centrées à peu près dans les mêmes secteurs, mais ce qui nous inquiète plus, c'est une productivité qui est quand même assez faible. Elle est à 0,5 là sur l'ensemble de la période. La sterne naine a aussi largement bénéficié de toutes les actions de mise en protection des colonies et ce qui se fait parce qu'elle niche essentiellement sur les plages chez nous. Donc on voit qu'il y a des petites colonies qui sont absolument présentes sur tout le littoral, mais avec une productivité qui est très très faible, qui est au-dessous de 0,4 poussins par couple et qui pourtant se maintient avec des effectifs. Alors, de manière très bizarre, en 2023, au moment de la grippe aviaire, c'est là où on a notre record d'effectifs pour cette espèce, avec 1600 couples présents au pic. Donc, ça, c'est des choses un peu étonnantes comme ça. La sterne Pierre Garin aussi, qui est à peu près stable depuis le début des suivis, qui n'a pas forcément beaucoup bénéficié de ces aménagements par rapport à d'autres espèces. Et avec une productivité très très faible, qui est plus proche de 0,2 que de 0,3, donc avec peut-être même un risque pour le renouvellement des populations pour cette espèce-là. Et la sterne Kojek, c'est un peu le même schéma que pour le goéland railleur, avec un pic très marqué, un échec très très fort en 2023 au moment de la grippe aviaire. C'est une des espèces pour lesquelles on a ramassé le plus de cadavres, mais qui depuis et c'est largement reprise, puisque là on avait une productivité cette année de plus de 1 poussin par couple, et c'est un phénomène qui est apparemment constaté sur toutes les colonies d'Europe du Nord, avec cette reprise depuis l'impact de la grippe aviaire, ce qui pourrait paraître un peu paradoxal avec beaucoup d'adultes qui sont morts et plutôt des jeunes en reproduction, mais finalement qui produisent eux aussi assez bien, quoi. Et la sterne Hansel, qui est une des espèces qui a le plus, dont les effectifs ont le plus augmenté dans notre région, toujours cantonnée au secteur de Camargue jusqu'à l'Hérault, et qui ces dernières années a beaucoup de mal en termes de reproduction, avec beaucoup d'échecs qui sont liés aux secteurs dans lesquels elle s'installe, qui sont des marais où on a une présence importante de sangliers, et avec des échecs systématiques en fait dans ces colonies. Et en fait, la sterne élégante, la Vaucette élégante, qui est une des espèces, c'est assez étonnant, qui a presque triplé ses effectifs depuis le début des suivis, un taux de croissance très très fort et une productivité super faible, qui est en partie liée au fait qu'on a beaucoup de mal à suivre la reproduction dans le temps pour cette espèce. Pour finir, ce qu'on peut retenir rapidement, c'est que les aménagements qui ont été réalisés et puis toutes les actions de mise en protection de suivi ont eu un impact très positif sur ces populations en Méditerranée française. Toutes montrent une tendance positive sur la dernière décennie, et même si on a un ralentissement qui est marqué depuis 2023, on a beaucoup de choses à faire du côté de la productivité, même si c'est pas le plus simple, mais ça peut passer par des mises en protection plus marquées sur les secteurs où on a des échecs. Rappeler que ces suivis à long terme, c'est un outil important pour évaluer l'état des populations d'oiseaux en jeu, et en particulier ces espèces qui vont faire face à un développement éolien très important dans notre région aussi. Donc des suivis qu'il est nécessaire de maintenir. Et puis un point qui me semble essentiel, c'est que la mise en place de ces suivis a permis le développement d'un réseau de gestionnaires et d'experts sur ces espèces à l'échelle de la façade, qui se maintient depuis plus de 10 ans. Et c'est quand même important de maintenir ce lien, que ce soit des collègues de conservatoires du littoral ou associatifs, que je remercie au travers de tous les projets qui ont été menés pour ces espèces.